Fresh Morning. La Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Jean-Paul, donc tu connais pas ce que c'est Waz and Waz? Non, il faut apprendre ça parce que tu vas te retrouver dans des situations là où les petits sont en train de dire qu'on doit Waz and Waz au grand. Alors là, je serais totalement perdu. Ils vont te Waz, hein? Je l'avoue, totalement. Il faut que tu comprennes ça. Je n'ai pas le décodeur pour ce type de. Si, il faut avoir, parce que c'est un langage qui est très utilisé par les jeunes. D'accord. Ils peuvent te faire toute une phrase ou toute une conversation qu'avec un seul mot. Le mot Waz. Seigneur Jésus. C'est dingue, hein? Comme je m'entends bien avec les jeunes de mon quartier, là, je vais leur C'est un poser mot la qui a question. beaucoup de signification. Ça a beaucoup de Tout signification. dépend de la façon dont. Tu prononces ça. Et on l'utilise dans la phrase, quoi. Enfin, là, Tu peux composer toute une phrase rien qu'avec un seul mot. Tu peux dire un truc à un, il peut te dire un truc juste avec ce mot. Comme j'ai dit à Fallon ce matin que tu m'as pas Waz, le Waz là. Seigneur Jésus. Et tu as vu qu'elle a compris. Oui, effectivement. Waz dans le sens de faire, de mettre. Le Waz, Oui. c'était le miel. Maintenant, Donc elle le devait Waz me mettre. là, du miel aussi. Voilà, elle devait me mettre le miel dans La tasse. la tasse. Je vais m'y mettre alors. D'accord, faut y mettre. Merci Jean-Paul, on parle d'actualité internationale. Ce matin, on parle de quoi? Oui, on va revenir en fait, pas sur la pandémie du Covid-19, je pense que on en a déjà beaucoup parlé ici, mais par contre, il faut parler des vaccins, parce qu'il y a eu des étapes assez importantes dans la progression de la connaissance déjà, notamment au niveau déjà même de la fabrication des vaccins, et ça je vais revenir un peu plus en détail, et puis il faut que l'on parle des vaccins parce que également il y a les variants qui circulent et ces variants font craindre ces variants suscitent des interrogations sur l'efficacité des vaccins qui sont déjà actuellement en circulation. Alors la première chose qu'il faut savoir et dont j'aimerais parler ce matin, c'est qu'elle a été faite par d'abord le président cubain lui-même. Le président cubain a annoncé, notamment Miguel Díaz-Canel, il a annoncé sur le compte Twitter que Cuba s'est doté d'un nouveau vaccin. D'un nouveau vaccin. Dans le cadre des transferts de technologie. Non, pas et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça justement la raison pour laquelle je parle du vaccin cubain. C'est-à-dire que Cuba, qui est cette petite île qui est située dans les Caraïbes, qui est sous embargo depuis 1962 de la part des États-Unis. Mais qui a quand même une grande réputation en médecine. Et qui a une grande réputation en médecine, puisque là-bas, il faut savoir que Pharma Cuba est une industrie, est une entreprise pharmaceutique d'État. Et il faut savoir qu'en fait, à Cuba, je vais essayer de réunir, tous les centres de recherche à Cuba sont financés par l'État. C'est-à-dire que depuis les années 80, en raison de l'embargo, à partir des années 80, les Cubains ont compris que ce n'est pas demain que les Américains vont lever l'embargo. Et donc, il va falloir qu'ils se prennent eux-mêmes en charge, surtout sur des questions cruciales comme les questions de santé publique, donc notamment l'accès aux vaccins. Il faut savoir que, par exemple, dans le programme vaccinal cubain, sur les 13 vaccins qui sont utilisés là-bas, 8 sont fabriqués sur place. Donc, ils ont développé une véritable ingénierie une ingénierie génétique, et ils ont également intégré les nouveaux instruments de biotechnologie, les nouvelles techniques de biotechnologie, et aujourd'hui, ils arrivent sur le plan de la recherche fondamentale à rivaliser avec des grandes universités occidentales et asiatiques, alors qu'ils disposent au regard des pays asiatiques et pays occidentaux de très très peu de moyens. Et donc, ils ont annoncé, le président Miguel Díaz-Canel a annoncé que le vaccin Abdala avait une efficacité de 92,6% après sa 3e dose. Il faut savoir que l'Institut Finlay, qui est l'institut qui en fait travaille avec le Centre d'ingénierie génétique et de biotechnologie. Ce centre-là est celui qui a mis au point justement le vaccin Abdala. Il ne faut pas aussi l'oublier, l'annonce a été faite dimanche dernier, mais vendredi, les mêmes autorités cubaines avaient annoncé qu'ils avaient mis au point un vaccin qui s'appelait Soberana 2, et Soberana 2 avait une efficacité de 62% à partir de la 2e dose. Alors, pourquoi est-ce que Cuba a décidé de développer justement le vaccin? D'abord,
à cause de l'embargo qu'il subit. Et donc, il est quasiment impossible de se fournir en vaccin Pfizer ou Moderna ou bien, comment ça s'appelle, AstraZeneca et tout ça. Pourquoi? Parce que certainement dans la conception et l'élaboration de ces vaccins-là, il y a un peu de technologie américaine dedans. Donc, l'embargo contre Cuba est clair. Tout ce qui concerne de près ou de loin, soit les finances, soit la technologie américaine, ne doit pas arriver à Cuba. Et donc, eux, ils ont décidé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Déjà, ils ont appliqué un embargo strict sur le plan sanitaire. Ils ont décidé de se fermer totalement, d'empêcher l'entrée et la sortie du territoire, sauf pour des cas de force majeure. Malheureusement, ça n'a pas permis d'éviter que certains variants puissent entrer et circuler maintenant sur l'île. Mais par contre, ils ont fait aussi quelque chose d'extrêmement courageux, c'est-à-dire qu'au plus fort de la pandémie, ils ont décidé de ne pas utiliser des vaccins étrangers. Ils ont décidé de se baser sur leur propre capacité de production de vaccins pour développer leur propre vaccin anti-Covid. Et ce sont ces résultats-là qu'ils ont annoncés vendredi et dimanche dernier. Donc, Sorebana 2 et Abdala sont les deux vaccins qui ont été élaborés par Cuba, et surtout, il vient de terminer les effets cliniques. Donc, ce sont les résultats des essais cliniques. Donc, on sait que Sorebana 2, il a un taux d'efficacité de 62% à la deuxième dose. Je crois qu'à la troisième, il devrait également atteindre les plus de 90%. Et surtout, et c'est là l'avantage sur les autres vaccins utilisés, Pfizer, BioNTech, Moderna, etc. Ils luttent contre les variants. C'est-à-dire que ce vaccin-là tient compte, évidemment, des variants qui sont actuellement en circulation. Et c'est ça la grande force. Et donc, la chose qu'il faut essayer de comprendre, c'est que la lutte contre la COVID-19 demande surtout une action publique forte. Si les pouvoirs publics veulent véritablement lutter contre une pandémie, il faut qu'ils s'en donnent les moyens. Et il n'est pas possible de continuer à dire que c'est parce qu'on n'a pas d'argent, c'est parce qu'on est pauvre, qu'on ne peut pas fabriquer des vaccins. Cuba est là, Cuba n'est pas une grande puissance financière. Cuba est là, Cuba a fait le pari de la connaissance, le pari de l'éducation, le pari de la formation. Et pour parvenir à un tel niveau de production, un tel niveau de développement sur le plan de l'ingénierie, sur le plan de la biotechnologie, c'est parce que les autorités cubaines, depuis les années 80, ont, à partir de leurs faibles moyens, misé énormément, non pas sur l'achat des armes, mais sur l'achat de la connaissance, sur l'achat de la formation. Et c'est ça, c'est un véritable message que je pense que Cuba lance là aux pays du tiers-monde, aux pays sous-développés. Le sous-développement n'est pas une fatalité. On peut s'en sortir et moi, j'en suis extrêmement surpris et extrêmement heureux pour ce pays des Caraïbes qui, de plus, montre l'exemple en venant en aide parfois aux pays développés. N'oublions pas, 300 médecins cubains sont arrivés au plus fort de la pandémie en Italie pour aider les autorités italiennes. Il y a même des médecins cubains ici au Gabon pour nous aider également à lutter contre la COVID-19. Donc un pays qui subit l'embargo de la première puissance économique du monde depuis 1962 parvient à narguer ce pays-là en produisant ses propres vaccins. Et donc, les autorités cubaines ont décidé que, à compter de la fin du mois de juillet, ils vont, puisque les essais cliniques sont terminés, ils vont donc lancer la production et commencer les premières injections à partir de la fin de ce mois ou au début du mois de juillet au plus tard, pour terminer d'avoir vacciné la totalité de la population cubaine, soit 11,2 millions d'habitants, d'ici le 31 décembre de cette année. Donc, ça veut dire que c'est un pays avec de faibles moyens qui se donne quand même des objectifs ambitieux et ils sont sur le point de le réussir. Et donc, si Cuba peut le faire, je pense qu'il y a plein d'autres pays qui ont plus de moyens que Cuba et qui peuvent également le faire. Et puis, la deuxième chose dont je voulais parler, c'est évidemment le fait que officiellement, l'Afrique du Sud est devenue le premier producteur de vaccins autre que Johnson & Johnson. Il faut savoir que sur le continent africain, l'Afrique du Sud a une unité de production du vaccin Johnson & Johnson sur son territoire, mais étant donné le nombre de cas de contamination, l'Afrique du Sud est le pays le plus contaminé sur le continent, et bien cette fabrication de vaccin Johnson & Johnson n'était en plus pas d'abord destinée à la population sud-africaine, mais plutôt à la population américaine et aux populations européennes. Et donc,
le président Cyril Ramaphosa se bat depuis des mois pour obtenir une levée des droits intellectuels, même temporaires, afin de permettre aux pays du Sud qui en ont la capacité de produire eux-mêmes leurs vaccins pour leur propre population. Et donc, il s'était heurté d'abord à un refus catégorique de la part des laboratoires pharmaceutiques, mais il faut aussi saluer ça. L'arrivée de Joe Biden a un peu changé la donne parce que Joe Biden est venu et entré pieds et mains liés dans ce combat-là pour essayer également, il ne faut pas l'oublier, il ne le fait pas gratuitement, il le fait pour essayer de limiter l'influence de la Chine et de la Russie sur la question de la lutte contre la COVID-19 en permettant justement aux pays du Sud d'accéder aux vaccins. Il sait que l'initiative COVAX est insuffisante, à peine 1 milliard de doses promises lors du dernier sommet du G7. Or, il faudrait entre 11 et 12 milliards de doses pour pouvoir vacciner les 5 ou 6 milliards de populations qui sont dans les pays à revenus intermédiaires ou les pays pauvres. Et donc, Joe Biden est conscient que si on veut essayer de barrer la route, si tu veux, à la Chine et à la Russie, il faut que les Américains s'y mettent. Or, à la différence de la Chine, la Russie et de Cuba, les entreprises qui fabriquent les vaccins, qui ont les droits, sont des entreprises d'État. Tu l'as expliqué Or, une fois, ouais. ici, aux États-Unis, ce sont des entreprises privées, ce sont des capitaux privés. Donc, il faut négocier avec Donc, elles. il faut négocier avec ces entreprises-là. Et c'est ce qu'il a fait, il n'a pas eu peur, il a négocié avec ces entreprises et il a obtenu une levée temporaire des droits sur les vaccins. Et donc, il a fallu se tourner vers les pays africains qui ont la capacité de produire le vaccin. L'Afrique du Sud était déjà prête et donc, la première unité de fabrication de vaccins sur le continent en dehors du Johnson & Johnson à destination des populations africaines. Parce que là, les vaccins qui vont être produits vont être destinés prioritairement aux populations africaines. Eh bien, cette unité de production a été lancée hier en Afrique du Sud. Ça, c'est une grande avancée et c'est surtout la preuve aussi pour la part de Cyril Ramaphosa, une véritable preuve de leadership continental. Il ne faut pas l'oublier, le président sud-africain est président en exercice de l'Union africaine. Et donc, il a fait de l'accès au vaccin la priorité de son action à la tête de l'institution panafricaine. Et là, il faut également saluer ce leadership et saluer les efforts du président sud-africain. Ce sont ces deux choses-là principalement que je voulais sur laquelle surtout attirer l'attention de nos auditeurs et dire que en matière de lutte contre la pandémie, il faut deux choses. Il faut le leadership, on l'a vu avec l'Afrique du Sud, et il faut une volonté politique en mettant des moyens sur les bons problèmes, sur les accès sur les vraies priorités. Cuba l'a fait en accent la priorité d'abord sur la formation, en formant des médecins, en formant des chercheurs et en investissant énormément dans ces domaines-là, on parvient à des résultats. Cuba nous en fait la démonstration magistrale. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la situation des vaccins ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Restez connectés dans l'Uda Fresh Morning. On se retrouve dans quelques minutes, le temps de refaire un tour en musique avec Virtual DJ. That fresh morning.